Chers amis des directs live, soyez les bienvenus en cette première semaine de février 2022. D'ailleurs, j'en profite avec toute l'équipe. Nous vous souhaitons, avec un petit peu de retard, c'est vrai, une très belle année 2022. En tout cas, espérons que celle-ci soit meilleure que les 2 années précédentes. Nous sommes encore en pleine pandémie, encore les gestes barrières pendant quelques temps, mais cela devrait, en tout cas, nous espérons, s'arranger. Aujourd'hui, pour ce premier direct live 2022, eh bien, nous allons parler de handicap et de personnes en situation de handicap. Je vous présenterai mes 2 invités d'aujourd'hui qui sont Marion de Chaumont et Antoine Clenet. Juste avant, je voulais donner quelques petits chiffres qui, je suppose, vont vous parler. 85% des travailleurs handicapés acquièrent leur handicap au cours de leur vie. 80% des personnes handicapées ne se voient pas, 10 à 15% nécessitent un aménagement sur leur poste de travail et seulement 3% des travailleurs handicapés sont en fauteuil roulant. À dire qu'effectivement, en règle générale, si on compare ces chiffres, le handicap finalement ne se voit pas. Antoine. Oui, tout à fait. Faut dire que 20% du handicap est visible et 80% des personnes en situation de handicap sont porteuses d'un handicap invisible. Donc effectivement, le handicap invisible, c'est une grosse partie des personnes en situation de handicap. Parfait. Quelques chiffres encore concernant la mission locale Métropole Sud. 213 jeunes accompagnés en 2019. Oui. Un commentaire dessus ? Alors, il faut savoir que le nombre de jeunes en situation de handicap ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années. On est sur une augmentation du nombre de jeunes en situation de handicap accompagnés par l'équipe TH de la mission locale. Parfait. Est-ce qu'on peut donner, pour démarrer, est-ce qu'on peut donner une définition globale ? Qu'est-ce qu'une personne en situation de handicap? Alors, je sais que c'est pas forcément facile comme définition. Est-ce qu'on peut effectivement, je dirais, entre guillemets, vulgariser la chose? Alors oui, tout à fait. Il est vrai qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir une seule et unique définition d'une personne qui présente un handicap. Alors, on va essayer de mettre en évidence les choses les plus importantes à retenir dans cette définition. Donc une personne en situation de handicap est une personne dont les activités et les capacités sont réduites, sont diminuées, soit de manière ponctuelle, soit sur une durée plus longue, et cela sur différentes sphères de leur vie. Donc au niveau personnel, au niveau social, au niveau professionnel, au niveau sportif aussi, qui est une part importante de nos vies. Parfait. Alors maintenant, j'aimerais que vous vous présentiez. Du coup, on vient de donner cette définition. Que chacun vous présentiez effectivement à nos amis qui nous regardent ici en direct. Alors, je m'appelle Marion de Chaumont. Je suis arrivée à la mission locale Métropole Sud en mars 2020. Donc en pleine crise sanitaire. Aujourd'hui, je suis référente travailleurs handicapés et chargée de projet santé. À noter que j'ai une formation en qualité de psychologue clinicienne du développement et que je présente également une expérience dans le domaine du handicap psychique car j'ai travaillé auparavant à SAS Formation qui est un prestataire de l'AGFIP. D'accord. SAS Formation, si je ne me trompe pas, qui se trouve à Saint-André, me semble-t-il. SAS Formation, c'est un organisme de formation et un centre d'accompagnement qui se situe à Saint-André, c'est ça. Parfait. Antoine. Alors moi je m'appelle Antoine Clenet, donc je suis chargé de relations entreprises depuis avril 2021 sur le secteur d'Aubourdin et j'ai également intégré du coup l'équipe handicap de la mission locale puisque j'avais déjà une sensibilité par rapport au domaine du handicap. J'avais eu une expérience dans la région nantaise puisque j'avais été recruté en tant que conseiller en insertion sur le... Alors c'est une association en fait qui porte le Cap Emploi 44 et donc c'était le service jeune où on accompagnait les jeunes dans leur démarche de définition de projet professionnel, donc tout type de handicap. Et de retour dans le Nord, j'ai eu une expérience au Pavillon Blanc de Lille, donc le handicap mental, au sein du CISEP, donc service d'insertion sociale
et professionnelle, en gros pour aider les personnes avec une orientation ESAT à s'orienter vers le milieu ordinaire de travail. Donc il y a toujours eu cette sensibilité-là pour à la fois le domaine du handicap et à la fois faire le rapprochement avec le monde du travail et le milieu professionnel. Parfait. Et donc, il faut dire également que pour compléter effectivement l'équipe au niveau de la mission locale Métropole Sud, il y a également Guy Lamartin, qui est le premier référent, je crois, TH de la MLMS, me semble-t-il. Hein, si je ne me trompe pas. C'est le pionnier. Le pionnier même, pourrait-on dire. Et puis, la dernière arrivée, une des dernières arrivées, qui est Valérie Desrumeaux, qui est ancienne prestataire AGFIP, me semble-t-il. J'ai cette formation, hein, si je ne me trompe pas. Et puis, Nao, eh bien, elle est CIP pour un public de travailleurs handicapés. Parfait. Quel est votre rôle à tous les deux? Puisque, effectivement, on a deux approches différentes. On a une approche qui, je dirais, qui est plus psychologique, oui, quelque part, avec Marion. C'est ça. Quel est votre rôle exact? Quel est votre type d'accompagnement? Alors, il faut savoir déjà dans un premier temps que l'équipe TH est vraiment complémentaire de par la singularité des formations et des expériences de chaque membre qui la compose. Me concernant, moi, je vais travailler plutôt en amont avec la personne en situation de handicap, donc je vais valider toute la partie administrative, je vais réaliser de l'accompagnement social, donc je reviendrai un petit peu plus en détail là-dessus après, et ensuite je vais passer la main plutôt sur Antoine, qui présente plutôt une expertise sur la mise à l'emploi des jeunes. Alors, me concernant, lorsque je vais recevoir un jeune, dans un premier temps, je vais ce que j'appelle bilanter. Donc ça veut dire que je vais demander aux jeunes de réaliser des bilans de ses capacités, des bilans de ses besoins, afin de mettre en lumière les possibles préconisations qu'il y aura à mettre en place sur de l'emploi. Et donc ces préconisations, bien évidemment, elles seront transmises après à Antoine. Ensuite, s'il y a une nécessité de monter un dossier MDPH, je vais passer par cette étape-là. Donc on va mettre en place vraiment un accompagnement administratif auprès de la MDPH, avec qui on a des rapports assez étroits. Après, il peut arriver aussi que les jeunes que j'accompagne disposent déjà de notifications de la MDPH, et dans ce cas-là, on fait un point sur ces notifications, voir si elles sont encore valables, s'il y a besoin de mettre en place de nouvelles demandes pour de nouvelles notifications MDPH. Puis après, on va pouvoir aussi passer par des prestataires qui vont permettre aussi de mettre en lumière, de par leur expertise, les difficultés, mais aussi les facilitateurs des jeunes en situation de handicap que l'on accompagne. On peut aussi, durant cet accompagnement, d'un point de vue un petit peu plus sanitaire, si on peut dire ça de cette manière-là, orienter les jeunes vers des services de soins lorsque ça s'avère nécessaire. Il faut savoir qu'au sein de la mission locale Métropole Sud, on a plusieurs partenariats avec notamment des CMP, mais également des psychologues qui vont intervenir en interne pour faire de l'accompagnement rapproché auprès des jeunes en situation de handicap, ou non d'ailleurs auprès des jeunes qui n'ont pas forcément de handicap. Donc ça, on va pouvoir mettre en place une orientation pour avoir un soutien du soin qui est essentiel dans certains types d'accompagnement de notre public. Donc voilà, on est vraiment sur un volet accompagnement social, accompagnement administratif, avec parfois un besoin d'appui du soin. Et puis moi, je vais commencer aussi à travailler le projet professionnel, mettre en lumière ce qui correspond à la personne. Et lorsque le jeune va se rapprocher de plus en plus de l'emploi, là, on va pouvoir passer la main, donc du coup, à Antoine Cléné, comme je vous le disais tout à l'heure, qui présente une expertise sur la mise à l'emploi des jeunes en situation de handicap. Quelle transition. Magnifique. Moi, du coup, si je peux... Donc, du coup, je vous laisse faire. Effectivement. Par contre, je voulais rebondir sur une petite chose. Juste, je voulais rebondir sur une petite chose parce qu'on a quand même une question de Kevin. Alors, Kevin, c'est un jeune qui nous suit régulièrement sur nos lives et qui s'intéresse effectivement qui s'intéresse à tout ce que l'on peut dire et à tous les thèmes des lives. Voilà, je cherchais le mot, et qui nous dit, mais pourquoi personne en situation de handicap? Pourquoi on ne parle pas, si je comprends bien la question, de personnes handicapées? Parce que le handicap est situationnel.
C'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap va ressentir des difficultés sur certaines sphères de sa vie, mais pas forcément sur d'autres sphères de sa vie. Alors on va prendre un exemple qui peut être un petit peu grossier. Par exemple, si on prend une personne qui va souffrir d'un trouble psychique, va avoir des difficultés, enfin peut avoir des difficultés, d'intégration au sein de son entreprise, mais par contre sur la sphère sportive de sa vie, c'est quelqu'un qui va pouvoir exceller. Donc là, le handicap ne va pas se faire ressentir sur l'ensemble des sphères qui composent sa vie. D'où le fait de situation. Parfait. Je pense qu'on a répondu, Kevin, à ta question. Alors, sachez, j'en profite pour le dire, vous pouvez poser vos questions directement sur le live, sur le chat de notre page Facebook et nous y répondrons bien volontiers. Il y avait donc cette passation entre Marion, une fois effectivement qu'elle a, est-ce qu'on peut dire, un peu dégrossi la chose ? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Mis en éclairage les difficultés, mais aussi et surtout les facilitateurs de la personne pour accéder à un emploi qui lui sera adapté. Qu'est-ce que tu appelles facilitateur? Ça me fait penser à quelque chose. Les facilitateurs, c'est les possibilités qui vont s'offrir à la personne, sur ce quoi la personne se trouve bien, se sent en capacité, se sent avec ses moyens. Et je dirais en plus c'est difficile de parler de son handicap. Et c'est vrai que l'étape Marion, ça va être aussi une manière de créer la relation de confiance. Et ça sera d'autant plus facile pour la personne d'accepter l'orientation de Marion sur le volet entreprise. Parce que si Marion considère qu'elle l'oriente, c'est que derrière, c'est un travail qui a été fait avec le jeune en amont. D'accord. Il y a parfois du déni? Ça peut arriver, oui, bien sûr. Ça peut arriver ? Bien sûr. Mais du coup, le déni, il n'est pas forcément dans les chiffres. C'est-à-dire que là, les chiffres qui sont cités, c'est des jeunes qui ont une reconnaissance de la qualification de travailleur handicapé. Il y en aura d'autres où on identifiera peut-être une situation de handicap à travailler, mais les jeunes, à un moment donné, ne voudront peut-être pas la travailler. Donc, ces chiffres-là, finalement, c'est ceux qui sont réellement identifiés avec une reconnaissance, mais ils sont plus nombreux que ça à la mission locale. D'accord. Donc, une fois que Marion a fait, entre guillemets, cette passation, elle t'oriente le jeune. C'est ça. Et là, mon rôle, c'est justement de faciliter le rapprochement entre les entreprises et les jeunes en situation de handicap. Donc, c'est de la mobilisation du réseau d'entreprises, c'est un appui à la prospection, à la recherche d'emploi ou de stage, une préparation des jeunes à l'entretien de recrutement. Alors une préparation classique, hors TH ou TH, mais c'est vrai que pour les jeunes en situation de handicap, il va y avoir une aide pour identifier ses capacités et ses besoins. Alors il y aura déjà en amont l'orientation et certaines préconisations de Marion, mais ça va être valoriser ces particularités-là et comment j'aborde mon handicap auprès des employeurs. Avec toujours en ligne de fond, se dire que c'est pas mon handicap qui me caractérise en premier lieu. Parce que en gros, c'est des personnes qui vont s'identifier en situation de handicap, ils vont se mettre d'eux-mêmes une étiquette. Et là, c'est leur faire comprendre qu'ils ont des compétences, ils ont des qualités avant d'être en situation de handicap. Et après, il y a la partie aussi, tout ce qui est suivi aussi du jeune en entreprise. Donc pour faire simple, c'est l'accompagnement vers et dans l'emploi. Ensuite, il y a la partie aussi sensibilisation des employeurs au recrutement et à l'intégration des jeunes en situation de handicap. Donc là, tout simplement, et c'est le travail peut-être le plus dur avec la valorisation des particularités de la personne, ça va être s'efforcer de diminuer au maximum les a priori que peuvent avoir les employeurs sur les personnes en situation de handicap et casser les représentations. Tu l'as dit Bernard, le handicap, c'est pas juste être en fauteuil roulant. Et ce n'est pas forcément parce que j'accueille une personne en situation de handicap dans mon entreprise que j'ai de gros aménagements sur mon poste de travail à faire. Pour certains types de handicap, par exemple, c'est juste des aménagements organisationnels. Ça va être adapter un emploi du temps. Voilà, je pense pas que quand la personne démontre des compétences et des qualités qui lui sont propres, que ça soit un grand bouleversement d'adapter un emploi du temps. D'accord. Donc voilà, c'est faire comprendre ça à l'employeur. Alors c'est pas le travail le plus simple, mais c'est le travail le plus intéressant pour faire changer les choses.
Et puis après, on est sur de la sécurisation de parcours. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'expérimenter. C'est de se dire, plus on expérimente des environnements de travail différents, mieux on se connaît et mieux on sait s'orienter. Là, c'est la chance de pouvoir identifier quel est l'environnement de travail le plus adapté pour le jeune. Milieu ordinaire de travail, milieu adapté avec les entreprises adaptées, ou le milieu protégé avec les ESAT. Et tout ça, ça se fait, comme l'a dit Marion, c'est du travail d'équipe. Ça va être avec les référents TH, donc l'équipe handicap, mais ça va être aussi avec l'ensemble des collègues, les référents de parcours qui identifient les jeunes en premier lieu, les référents emploi alternance qui sont en contact aussi avec les entreprises, et les référents garantie jeunes. D'accord. On parlait, et tu parlais effectivement du milieu professionnel. Une question de Kevin et de Mathilde également qui se rejoignent. Est-il obligatoire de parler de son handicap à son conseiller? Et au plus loin, la question de Mathilde, doit-on parler à son futur employeur de son handicap? Et là, je dirais, c'est un petit peu comme les CV, on en parlait effectivement en antenne tout à l'heure, c'est est-ce qu'on met la photo, est-ce qu'on met pas la photo, est-ce qu'on met son âge, est-ce qu'on ne met pas son âge, etc. Donc du coup... comment on voit la chose? Il y a plusieurs données qui rentrent en compte, c'est-à-dire déjà est-ce que le jeune est à l'aise pour en parler? Est-ce que c'est obligatoire d'en parler à son conseiller? Alors forcément, pour qu'il y ait le parcours en mission locale le plus adapté, j'aurais tendance à dire oui, il faut en parler, parce que du coup, tous les choix qui vont être faits vont pouvoir être faits en prenant en compte un handicap et donc une situation santé. Et ça va être par exemple sur du handicap physique. Si on ne sait pas, on va peut-être l'orienter sur des entreprises où il va se dégrader physiquement la santé. Je pense pas que ça soit l'objectif d'une mission locale. Donc oui, j'aurais tendance à dire oui. Après, c'est la liberté du jeune d'en parler ou pas. Et pareil, pour en parler à l'employeur, déjà, il faut être à l'aise. Il faut savoir comment en parler, parce que c'est pareil, si on en parle, mais comme on n'a pas l'habitude, comme on ne s'est pas entraîné, comme on n'a pas pratiqué, on peut aussi se griller face à l'employeur, parce qu'on fait peur, peut-être, comment on en parle. Donc si on en parle, j'aurais tendance à dire oui, mais il faut le préparer en amont. Et après, pour certains handicaps qui nécessitent finalement aucun aménagement, le poste est totalement adapté, après, il peut se poser la question, en effet, d'en parler ou pas. Mais ça, encore une fois, il n'y a pas de... Il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas de règle. Tu aurais le même type de réflexion, Marion? Oui, non, mais je rejoins totalement Antoine sur ce qu'il vient de dire. Moi, je tiens à rajouter que disposer d'une RQTH, donc disposer d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, c'est quand même quelque chose de particulièrement personnel, voire même d'intime. On va parler de son corps, on va parler de son propre fonctionnement. Aujourd'hui, il n'y a aucune obligation d'échanger sur ce sujet avec n'importe qui, pardon. Alors, l'idée, bien évidemment, c'est quand on va s'inscrire dans un accompagnement auprès de la mission locale, c'est qu'on soit un minimum transparent sur ses difficultés et aussi sur ses facilitateurs, afin que l'accompagnement soit le plus individualisé possible et du coup, que cet accompagnement aboutisse à quelque chose qui soit personnalisé et adapté. Auprès d'un employeur, encore une fois, on est sur une dimension qui est particulièrement intime. On disait tout à l'heure hors antenne, comme tu le disais Bernard, alors je vais vulgariser peut-être un petit peu, mais l'idée c'est, est-ce qu'on se sent bien face à l'employeur pour en parler? Est-ce que, comme le disait Antoine, on se sent prêt à en parler? Est-ce qu'on a les bons mots pour en parler? Est-ce qu'on a des mots positifs? Parce que l'idée, c'est pas de faire fuir l'employeur, c'est pas de lui faire peur aussi. Ça, c'est une dimension à prendre en compte. Mais dans tous les cas, il n'y a pas d'obligation. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Et il faut être armé aussi. Si j'en parle, il faut être armé parce que l'employeur peut ensuite aller plus loin par curiosité souvent mal placée, demander quel type de pathologie avez-vous, et là du coup on est sur ce type de questions, on n'a pas à y répondre parce que l'employeur n'a pas à poser des questions et on n'a pas à évoquer sa pathologie avec un employeur. Mais du coup on va pas ça c'est sur le papier, mais après concrètement dans les faits, forcément on va aborder le handicap. Il y aura des employeurs maladroits, d'autres non, d'autres plus cash peut-être, mais il faut être armé, en tout cas, à cet échange. Ça se prépare. Et ça se prépare. Et c'est ce travail qu'on mène avec les jeunes, c'est leur donner des outils
et mieux les outiller justement pour parler avec un employeur de son handicap s'il y a besoin d'en parler. D'accord. On sait qu'effectivement sur le monde du travail, c'est pas simple. Qu'est-ce qui fait peur comme ça à l'entreprise, aux employeurs par rapport au handicap? On a parlé aussi tout à l'heure entre effectivement ce qu'on peut appeler le handicap visible et le handicap invisible. Qu'est-ce qui fait peur en fait? Parce que j'ai effectivement eu l'occasion de visiter un ESAT, c'était celui d'Armentières, me semble-t-il. La FJ, oui, tout à fait. Tout à fait, où moi effectivement j'ai vu effectivement des gens heureux de travailler, des gens qui travaillaient ensemble, des gens effectivement qui faisaient le travail qu'ont tout à chacun. Et c'est ce travail-là qu'il faut mener avec les employeurs, c'est faire venir les employeurs dans les ESAT, montrer le travail qui est réalisé, faire des périodes de mise en situation au milieu professionnel, des stages hein, tout simplement, pour qu'il y ait ce rapprochement et une meilleure connaissance à la fois pour les jeunes en situation de handicap du monde de l'entreprise, parce que c'est pareil, il y a des a priori aussi dans les deux sens, et à la fois les employeurs, qu'ils aient une meilleure vision. Il y a certains, je finis juste là-dessus, mais c'est vrai que souvent ça marque, c'est finalement, il y a parfois cet a priori, ah bah, il y a un problème de santé, il y a un handicap, il va y avoir beaucoup d'arrêts. Mais finalement, une personne sera beaucoup moins en arrêt qu'une personne, par exemple, qui a des douleurs fréquentes au dos. D'accord. Donc après, il y a beaucoup d'a priori qui Comment on cache justement tous ces a priori? Comment on essaie d'enlever tout ça? En les faisant se rencontrer. En s'étant confrontant, alors, je vais prendre cette expression, c'est deux mondes qui ne se connaissent pas au final. Et de cette rencontre peut naître effectivement de très belles aventures. Une part importante de notre travail, et je pense que c'est important de le souligner, c'est que oui, on accompagne des jeunes en situation de handicap à la mission locale, ça c'est un fait certain. Mais une grosse partie de notre travail aussi va être d'aller vers l'entreprise, d'aller déstigmatiser le handicap au sein des entreprises. Ça va partir par des actions de sensibilisation. Donc ça, soit nous, en tant que conseillers, on peut le mettre en place, sinon on peut aussi faire appel à des prestataires sur ce sujet. Par exemple, SAS Formation, qui est un expert du handicap psychique, j'ai déjà demandé dans le cadre d'un suivi d'aller intervenir sur une entreprise pour déstigmatiser. Là, en l'occurrence, on était sur le domaine de la dépression. Ça, c'est vraiment quelque chose on peut pas faire que l'un ou que l'autre. On est vraiment sur un travail de collaboration entre l'insertion des jeunes vers l'entreprise et l'acceptation de l'entreprise des jeunes en situation de handicap. Et ça va passer aussi par des rencontres, comme le disait Antoine, ça va passer par des périodes en entreprise, des immersions à plusieurs reprises pour certains jeunes. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qui est... Est-ce que même sur les immersions c'est compliqué? Honnêtement. Non. Ou pas vraiment? Ou pas autant qu'on pourrait le penser. Si on est transparent avec alors forcément il y aura toujours des employeurs qui seront fermés à accueillir des gens en situation de handicap. Alors que finalement, être en situation de handicap, c'est une particularité du jeune, au même titre que par exemple un jeune qui n'aurait pas le permis. Ça fait partie de son histoire, ça fait partie de lui, et il doit le valoriser. Alors si j'ai pas de permis, je valorise que je sais me débrouiller en transport en commun, que j'ai un vélo, que j'en veux. Et c'est pareil. Je suis en situation de handicap, j'ai certains besoins ou pas que j'évoque avec l'employeur, mais à côté de ça, j'ai des sacrées compétences. Donc c'est pas difficile à partir du moment où on est transparent avec l'employeur, on amène des préconisations, on rassure sur notre disponibilité. Voilà, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. On peut réajuster aussi parfois un stage. Parce qu'au début, on se rend compte qu'un temps plein, finalement, c'est compliqué. On réajuste sur un temps partiel. Voilà, il y a des solutions. Mais après, on rentre pas non plus dans la tête des employeurs. Il y a des employeurs qui sont bienveillants naturellement. D'autres, c'est plus compliqué. Et il y a d'autres employeurs encore qu'on changera très difficilement. Donc, faut l'accepter. De toute façon, la recherche d'emploi, la rencontre avec les employeurs, la recherche d'emploi, c'est compliqué, qu'on soit jeune TH ou pas TH. Enfin, je veux dire, on accompagne avant tout des jeunes en mission locale. Après, nous, pour certains, il y a cette particularité d'être en situation de handicap. Mais un jeune en situation de handicap n'est pas moins fiable qu'un jeune
hors situation de handicap. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Tu parles effectivement d'accompagnement et justement, ça me permet de faire la transition avec la question de Mathilde. Est-ce que vous continuez d'accompagner les jeunes après l'insertion en entreprise? Du coup, alors c'est peut-être de manière... déjà, c'est assez loin le suivi dans l'entreprise. Mais après, en fait, les contacts restent réguliers, mais peut-être moins intensifs qu'au début. Parce que quand on vérifie et qu'on s'assure que tout se passe bien pour le jeune, après, même pour lui, il peut ressentir ça aussi un peu comme du harcèlement. Donc voilà, on espace, on va dire, les contacts. Mais voilà, il peut se passer aussi quelque chose, la porte est ouverte, on rebondit sur d'autres solutions parce que le jeune a démissionné d'un emploi. Enfin, voilà, après, on essaye d'intervenir avant que le jeune démissionne, bien sûr. Mais voilà, on essaye de rester au fait de l'évolution du jeune dans l'emploi. En tout cas, sur les premiers temps, et ensuite, il prend son envol. Une fois que tout roule, tant mieux. Parfait. Jusqu'à quel âge on peut être suivi en mission locale si je suis handicapé demande mademoiselle Stéphanie, qui est aussi une de nos fidèles. Alors, on est sur le même âge que les jeunes dits classiques, si on peut dire ça de cette manière-là. Avec là, possiblement, une particularité sur le nouveau dispositif qui est en train de se mettre en place. Donc le CEJ, mais qui, je pense, pourra faire partie d'un prochain live, possiblement, Bernard. On va essayer de voir ça totalement, bien sûr. À ce sujet. Absolument. Est-ce que je peux avoir accès à tous les dispositifs de la mission locale, malgré mon handicap, que ce soit la garantie jeune, le CEJ, qui est un nouveau dispositif qui va arriver à partir du 1er mars, le service civique, etc., etc. Oui. Je pense que la question est oui. Oui, heureusement. Le handicap ne ferme pas des portes. Ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. On ne va pas fermer l'accès à tel dispositif ou à tel service parce qu'on présente une situation de handicap, bien évidemment. Et il y a au contraire, à l'inverse, certains dispositifs qui peuvent être même vus au regard de mon handicap comme des passerelles vers l'insertion dans le milieu professionnel. Je pense notamment au service civique. C'est parfois des contraintes un peu moins importantes parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un contrat de travail. Et on peut faire un peu ses armes et pratiquer sur un service civique pour être plus armé ensuite sur un CDD ou un CDI. D'accord. Tu parlais dans ton préambule de partenaires. Oui. Je sais que tu voulais y revenir. Avec quel partenaire, avec quel partenaire travailles-tu effectivement pour accompagner? Et d'ailleurs, la question vaut aussi pour Antoine. Avec quel partenaire travaillez-vous? Alors, on a des partenaires assez historiques. On peut évoquer par exemple la MDPH. On peut évoquer par exemple l'ensemble des prestataires de la GFIP, donc qui vont avoir une spécificité en fonction de la typologie du handicap. Et puis après, on a des partenaires un petit peu plus au niveau de l'emploi. Donc au niveau du milieu protégé de travail, avec l'ensemble des ESAT du secteur, avec l'ensemble des entreprises adaptées également du secteur, et puis également des entreprises qui sont bienveillantes à l'accueil des jeunes en situation de handicap. D'accord. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces entreprises? En tout cas, on fait en sorte qu'elles soient de plus en plus nombreuses. Mais après, globalement, de toute façon... En fait, c'est parce que souvent quand je réalise de la prospection ou de la pré-prospection, je distingue pas. Je vous prospecte pour des jeunes missions locales. Après, j'explique qu'on a une équipe handicap et que dans les profils que je peux être amené à positionner, il y a des jeunes en situation de handicap. Et j'explique un peu ce que j'ai expliqué là. On a des préconisations d'accueil, on est transparent avec vous, on est disponible. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'arriver à identifier les entreprises les plus bienveillantes à l'accueil des jeunes en situation de handicap. Après, il y a beaucoup aussi de partenaires qui vont nous proposer des événements avec des groupes un peu plus connus d'entreprises, où là, il y a déjà des politiques handicap qui sont assez fortes. Et là, du coup, c'est l'occasion aussi de tester si dans les faits, concrètement, il y a une réelle bienveillance à l'accueil et à l'intégration des jeunes en situation de handicap, ou si finalement, on fait notre bonhomme de chemin
en passant à côté. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il nous reste très peu de temps. C'était un sujet extrêmement intéressant et qu'on pourrait développer effectivement pendant des heures. Moi, je voulais simplement peut-être avoir un petit, comment dire, un petit exemple de parcours d'un jeune que vous avez suivi tous les deux et qui ensuite a pris son envol, alors, sans pour autant donner effectivement les prénoms, etc. Mais voilà, la manière effectivement dont ça s'est déroulé en très peu de temps. Et si nous partions sur le jeune Thomas? Allez, parlons de Thomas. Alors pourquoi avoir choisi Thomas? Parce que bien évidemment, c'est un jeune homme qu'on a accompagné tous les deux au sein de la mission locale. Alors moi, c'est un jeune que j'ai découvert en avril 2020, donc juste après mon arrivée. C'est un jeune homme qui était à l'emploi avec une fin de contrat assez imminente. Donc il est arrivé à la mission locale avec une demande de tout de suite retourner sur l'emploi. Donc moi j'ai demandé d'abord qu'on fasse un point sur l'aspect social et administratif, hein, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, hein, sur ma partie d'accompagnement. Donc il y a des bilans qui ont été mis en place au niveau notamment un quotient intellectuel, un QI, et également un bilan par une orthophoniste. Ces bilans ont mis en évidence du coup des facilitateurs et des freins pour aller à l'emploi. Et l'idée, c'était donc de ce fait, grâce à ces bilans, de mettre en place des préconisations. Ces préconisations, elles ont été aussi utilisées dans une démarche de mise en place du dossier MDPH. Donc avec Thomas, on a fait un point sur les notifications MDPH qu'il avait déjà, on en a demandé de nouvelles. Et à l'issue de ce fait du montage de ce dossier MDPH, il y a une passation toute douce qui s'est réalisée avec Antoine. Alors quand je dis toute douce, ça veut dire que bien évidemment, durant les premiers temps de la passation, on va pas tout de suite passer le jeune, on va dire, au conseiller. Enfin voilà, ça se fait en douceur avec des rendez-vous qui peuvent être tripartites. Où tu étais présente. Où j'étais, ouais, on était. Et d'ailleurs, c'est même un couple qu'on a accompagné. Il n'y avait pas que Thomas, il y avait aussi sa compagne, Clélia. Donc voilà, il y a eu cet accompagnement administratif, cet accompagnement social, et puis il y a aussi un gros travail de confiance en soi qui a été mené auprès de Thomas, parce qu'il y a eu une orientation auprès de la psychologue Lila au sein de la mission locale de l'OS. Et ce travail, voilà, qui de longue haleine, hein, quand même, il faut le dire, lui a permis de gagner en estime de soi, en confiance en soi. Et il a d'ailleurs passé son permis de conduire qu'il a obtenu. Donc voilà, je pense que ça, c'est important de le signaler. Et donc après, il a été orienté tout doucement vers Antoine sur la partie pro. Donc, et du coup, donc moi, c'était de l'accompagnement à la recherche d'emploi. Donc il y a de nombreuses propositions d'emploi qui lui ont été faites, beaucoup de préparation aux entretiens. Parce que comme l'a dit Marion, il fallait aussi permettre qu'il gagne en confiance en lui. Il y a un stage en entreprise adaptée qui a été réalisé, qui s'est très bien passé. Je pense qu'il y avait des grandes chances qu'il ait une proposition de CDD dans cette entreprise adaptée, mais il a une opportunité qui a abouti avant la fin de son immersion, et il a été recruté sur un contrat aidé. Bon, malheureusement, le jeune a démissionné au bout d'une semaine de ce contrat aidé parce qu'il s'est rendu compte que c'est vraiment pas une activité qu'il se voyait faire sur le long terme. Et là, du coup, il n'y avait pas d'échange possible à mettre en place. Enfin, ça, on aime ou on n'aime pas. Après, ça, du coup, on n'a pas notre mot à dire. Le jeune est libre de ses décisions. Mais du coup, voilà. Ça, c'est un exemple, encore une fois, de comment on est suivi après dans l'emploi. C'est pas parce qu'on trouve une solution emploi qu'on n'a plus de nouvelles du conseiller. Donc là, il est revenu vers moi. On a rebondi ensemble sur d'autres pistes. Et là, semaine dernière, il avait encore 2-3 entretiens. Donc là, on est plutôt actuellement dans l'attente de retour employeur suite à des entretiens passés. Ah oui, j'allais te demander effectivement s'il était eu aller nous donner une bonne nouvelle comme ça. Ouais, non, bah j'aime. Tu vois, en avant-première. J'ai eu des nouvelles fin de semaine dernière. Peut-être que là, ça se trouve, on l'appelle en direct et il y a un truc. Mais en tout cas, voilà, ce qui est bien, c'est qu'il reste dans cette dynamique positive de recherche d'emploi.
on voit bien effectivement toute la partie accompagnement. C'est pour ça que je voulais effectivement que vous donniez un exemple, effectivement, au départ de Marion, et puis ensuite cette passation, tout le travail qui est fait au niveau des conseillers, au niveau de tout le parcours, avec un balisage effectivement très précis. On va encore dépasser de quelques minutes, mais c'est pas grave, c'est une question d'habitude. Avec cette toute dernière question, je suis déscolarisé suite à mon handicap, mais après un an sans rien, je souhaite retourner à l'école. La mission locale peut m'aider à réintégrer l'école avec une adaptation à ma situation? Point d'interrogation. Oui, bien évidemment, c'est vrai que là on a beaucoup parlé d'emploi, mais il faut savoir que l'accompagnement de la mission locale peut aussi appuyer les jeunes à retourner sur un parcours de scolarisation ou un parcours de formation de manière plus globale. Donc il y a des adaptations en formation qui peuvent être mises en place, alors un peu en miroir de ce qui peut être mis en place au sein d'une entreprise. Et là aussi, on a des partenaires qui sont importants dans le parcours du jeune. D'accord. Sensibilisation, partenariat, développement, accompagnement, seraient effectivement les, je dirais, entre guillemets, les mots maîtres. Tout à fait. On peut pas dire mieux. Enfin, magnifique. En tout cas, merci infiniment Marion, merci Antoine d'être venu à parler merci à vous. De ces personnes en situation de handicap, de la manière effectivement de les accompagner, de la manière aussi dont ici, à la mission locale Métropole Sud, eh bien, nous les accompagnons. Eh bien, quant à nous, eh bien, on se retrouve le 12 avril pour un nouveau prochain live qui aura comme thème le parcours vacances. Merci de nous avoir suivis, merci de vos questions. Vous n'hésitez pas, tous nos réseaux sociaux, vous les connaissez par cœur et on se retrouve très bientôt. Merci. Au revoir.